Bienvenue dans notre info-été du jour. Cette semaine, nous nous intéressons à la géologie de notre région. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à l'eau qui s'infiltre dans les rochers du Jura. Et pour ça, on est à la source Merlin, ici à Frainvilliers. Et puis, on va aller voir un spécialiste qui va nous parler d'histoire d'eau. Cette source Merlin a servi pendant longtemps à approvisionner la ville de Bienne en eau potable. Mais son exploitation a été abandonnée parce que la qualité de cette eau n'était pas suffisante. Mais d'où vient cette eau ? Nous allons le savoir tout à l'heure avec notre invité Pierre-Yves Janin, qui est hydrogéologue et qui est le directeur de l'Institut suisse de spéléologie et de karstologie. Dites-moi, c'est quoi exactement la karstologie ? C'est l'étude du karst. Mais c'est-à-dire c'est l'étude des roches calcaires qui sont solubles dans l'eau et dans lesquelles se développent les grottes. Alors on en parle tout à l'heure, mais d'abord place à l'information du jour. Podring ou Lake Live, les festivals régionaux peinent à programmer des artistes féminines et à les faire jouer sur les scènes principales. Berne, Fribourg et Soleure ont élevé aujourd'hui le degré d'incendie de forêt face à la sécheresse. Et ces périodes de forte chaleur pèsent aussi sur les parcs animaliers. Les visiteurs boudent les animaux lorsqu'il fait trop chaud. Les rives du lac de Bienne vont à nouveau s'enflammer à la fin du mois avec le Lake Live. Le festival fera son retour sur les terrains de l'Expo Park de Nidau et de la plage de Bienne. Mais pour cette édition 2022, 2 fois plus d'hommes que de femmes sont programmés. Sur l'affiche, si on retire les artistes masculins et les groupes composés majoritairement d'artistes masculins, voilà le résultat. La disparité homme-femme dans les festivals fait réagir l'artiste biennoise Caroline Alves. C'est hallucinant de voir cette différence. C'est aussi, je pense, un vieux stéréotype que en tant que femme, on est peut-être moins prise au sérieux aussi par rapport à ce qu'on crée, à notre capacité d'être leaduse, d'être prise au sérieux en fait. Et que des fois il faut vraiment se battre 2 fois plus, il faut faire ses preuves 2 fois plus qu'un homme en fait. Et c'est assez fatigant. Ce n'est pas la seule artiste à réagir. La musicienne et compositrice Sophie Unger a récemment poussé un coup de gueule sur Twitter contre le programme exclusivement masculin du festival de Locarno Moon and Stars. Contrairement au festival tessinois, le Lake Live a des femmes dans sa programmation. Mais aucune ne se produira sur la scène principale où il y a uniquement des hommes en vert sur le graphique. Sur les scènes secondaires, les femmes en violet sont davantage présentes. Pour Caroline Alves, les femmes qui drainent le public existent et devraient avoir autant de place que les hommes sur les grandes scènes. Mais elle ne pense pas que cela devrait être imposé au festival. Pour les quotas, je ne suis pas vraiment sûre que ce serait une bonne solution. Je pense vraiment que Je pense vraiment que les artistes sont là et que c'est aussi au rôle des médias et des programmateurs de les mettre en avant et juste de faire plus attention sur leur programmation. Le festival Podring, qui a lieu en ce moment en vieille ville de Bienne, a également très peu d'artistes féminines de prévus sur la grande scène. Mais le genre ne doit pour eux pas être le critère le plus important dans le choix de leur programmation. Par principe, on essaie de faire un programme qui s'adresse surtout, qui est surtout choisi par la musique que les groupes font, et puis pas forcément si ce sont des hommes ou des femmes, mais forcément on est bien conscient qu'on aimerait amener un peu plus de femmes sur les scènes. Réa a joué au Podring. En tant qu'artiste, elle est confrontée à cette disparité homme-femme, mais elle tient avant tout à être programmée pour la qualité de sa musique. C'est très clair qu'il y a une différence entre hommes et femmes dans la programmation des festivals. Mais je trouve aussi qu'un programme ne doit pas être fait dans le seul but d'avoir plus de femmes. Moi, en tant qu'artiste, j'aime pas quand je reçois des demandes et que je remarque que c'est quelqu'un qui a aucune idée de ce que je fais et qui me contacte juste parce que je suis une femme. Pour que la situation change, certaines aimeraient introduire des quotas. D'autres vont plus loin et préfèrent organiser des festivals à programmation 100% féminine pour rétablir cet équilibre.
Danger d'incendie de forêt marqué dans tout le canton de Berne. Il n'y a plus eu de précipitations depuis plus d'une semaine et la bise a encore asséché le sol. Ce sont pour ces raisons que le canton a élevé le niveau de risque d'incendie à marquer. Il rappelle aussi quelques consignes, ne pas faire de feu quand il y a du vent, ne faire du feu que dans les foyers prévus pour et surveiller le feu en permanence. Pour le moment, il n'est pas encore interdit de faire du feu. La situation est la même dans les cantons de Fribourg et de Soleure. Le manque de pluie entraîne d'autres mesures. Valbirs éteint ses fontaines jusqu'à nouvel avis pour économiser l'eau. Sur le plateau de Diès, les autorités vont plus loin. Elles interdisent l'arrosage des jardins et le remplissage des piscines. Elles demandent également d'économiser l'eau dans les ménages. Les deux communes veulent prévenir une éventuelle pénurie d'eau avec ces mesures. Au parc Seeteufel à Studen, les tortues terrestres se baignent dans leur piscine et les chèvres cherchent l'ombre. Il fait chaud et même les jeunes kangourous se cachent du soleil. C'est que ce dernier peut être dangereux pour les animaux. C'est comme pour nous les hommes, et on le voit quand un chien reste enfermé dans le coffre d'une voiture, ça serait dangereux pour n'importe quel animal. Les singes, eux, aiment le soleil, et maman singe est de sortie avec son bébé de 2 semaines. Les alpagas de l'année font aussi des allers-retours, mais il n'y a pas beaucoup de visiteurs et de visiteuses dans le parc. Rien d'exceptionnel quand la température est si élevée. Le nombre de visites pendant l'été n'est clairement pas le meilleur de l'année. Chez nous, c'est principalement au printemps et en automne. Quand il fait 30 degrés et que les piscines sont ouvertes, les gens vont plutôt à l'ombre ou en altitude chercher de l'air plus frais. C'est pas la période où nous sommes les plus actifs. Le ski park de Crémine remarque aussi une diminution des visiteurs et visiteuses. Mais les animaux ne sont pas en congé pour autant. On ne ferme pas quand il fait trop chaud, mais il n'y a pratiquement pas de visiteurs. Les gens vont à la piscine. Et on fait la piscine aussi pour les animaux. Les perroquets sont donc à l'abri dans leur cage où une douche a été installée pour se rafraîchir. Et le raton laveur reçoit une glace. Mais il fait trop chaud et il préfère rester dans sa cabane. La gardienne d'animaux, Céline Crétin, distribue des côtelettes glacées dans l'enclos des tigres et les fait sortir. Un petit rafraîchissement bienvenu. Le ski park accueille surtout des animaux âgés qui ont encore plus de peine à supporter les fortes températures. Chez nous, quand il fait chaud, il fait chaud. Et puis, mais les animaux plus vieux ont vite très très chaud et puis ils ont besoin de pouvoir aller se rafraîchir ou bien aller à l'ombre justement ou bien dans les intérieurs. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas toujours tout le monde. L'un des tigres retourne rapidement à l'ombre. L'autre en profite et vole la glace avant de disparaître dans la fraîcheur de la grotte. Alors en compagnie de Pierre-Yves Jadin, nous sommes ici dans la grotte où coule l'eau de cette source Merlin. Mais en fait, cette eau, elle vient d'où exactement ? Alors, elle vient des 2 montagnes de part et d'autre de la gorge du Taubenloch ici. Donc une partie vient depuis la région des prés d'Orvin, Orvin et jusqu'ici. Elle circule alors en partie par des petites fissures comme on voit là, mais la plus grande partie dans des grandes grottes comme on a sous nos pieds. Et puis il y a une autre partie qui vient depuis la région de Plagne, qui arrive aussi ici. Et de ce côté-là, il y a d'ailleurs la grotte du Taubenloch, qui est une grotte qui fait plus de 3 km, dans laquelle on peut cheminer et on retombe sur des galeries pleines d'eau qu'on appelle des siphons, dans lesquels on va retrouver l'eau qui ressort ici. Et comment vous pouvez en être si sûr que cette eau-là vient des prés d'Orvin ? Alors, il y a 2 étapes pour évaluer ça. C'est d'une part de bien regarder la géologie et puis d'imaginer, en fonction de la géologie, par où l'eau peut passer. Puis on fait une hypothèse sur l'écoulement. Puis ensuite, on va mettre des colorants à quelques endroits sur les montagnes pour vérifier si ce colorant arrive bien à la source qui se trouve ici. Donc ça a été fait il y a déjà bien longtemps dans le cas de cette source-là. Et puis ça a permis de délimiter son bassin d'alimentation. Et il faut combien de temps à peu près entre le moment où il pleut à Plagne jusqu'à ce que l'eau arrive ici ? Oui, alors en hiver, ça peut aller relativement vite. Donc je n'ai pas les chiffres ici parce que le débit n'est pas mesuré ici en continu, donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais probablement quelque chose comme une 12aine d'heures.
En été, par contre, il faudra qu'il pleuve beaucoup plus pour que le débit commence vraiment à monter, parce que la végétation qui se trouve en surface va commencer par pomper toute l'eau pour ses besoins, puis ensuite en laisser passer qu'une petite partie pour la source. À l'époque actuelle, tout le monde s'inquiète un peu pour savoir si on aura encore assez d'eau, si les sources vont se tarir. En fait, ces grottes dont vous parliez, c'est des espèces de réservoirs naturels. Alors oui, si on veut, maintenant la quantité d'eau qui est stockée dans les grottes elles-mêmes, elle n'est pas gigantesque. Par contre, autour de ces grottes, dans des fissures comme on a ici, il y a en fait quand même un volume de réserve qui n'est pas négligeable. Et puis c'est ça qui alimente les sources pendant les périodes sèches. Donc nos sources karstiques peuvent très bien couler pendant plusieurs mois sans qu'il y ait aucune recharge, donc aucune pluie en surface qui les alimente. Les calculs montrent même qu'elles pourraient couler à peu près 2 ans sans recharge. Je le disais en introduction tout à l'heure, cette source ici n'est plus utilisée. Alors la ville de Bienne est alimentée par une eau qui provient d'où maintenant ? Alors pour autant que je sache, il y a 2 captages principaux, un dans une nappe alluviale qui se trouve le long de l'Ar au sud de Bienne, et puis une autre qui se trouve dans le lac de Bienne. Le problème qui se pose depuis quelques années maintenant, c'est que dans les 2 cas, ces ressources contiennent une certaine quantité de polluants persistants, de type pesticides ou comme ça, dans des quantités très très faibles, mais où les normes changent et puis pourraient poser des problèmes. Mais est-ce que la sécurité de l'approvisionnement est meilleure dans le Seeland que dans le Jura ? Alors, les pollutions ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on a des très faibles concentrations de pesticides dans les eaux du plateau, mais qui commencent à poser des problèmes. Ici, on a des problèmes plutôt de bactéries et de particules, de turbidité, ce qui fait qu'on est plutôt en train de voir comment on va pouvoir combiner les 2 types de ressources, puisqu'elles ne sont pas impropres, vraiment impropres ni l'une ni l'autre, ni vraiment utilisables en continu toutes les 2. Donc on essaye de voir comment on peut développer des combinaisons de façon à avoir suffisamment d'eau. Et au niveau juste de la quantité, il y a quand même plus d'eau dans la région des 3 lacs que dans le Jura ? Alors en surface, oui. Maintenant, en termes d'eau souterraine, non, c'est l'inverse. Donc il pleut davantage sur le Jura, il y a plus d'eau souterraine dans le Jura que sur le Seeland en termes de ressources, en termes d'écoulement. Très bien. Pierre-Yves Janin, je vous propose qu'on aille voir un peu de l'eau sauvage. On va se promener un petit coup au bord de la Suze. Mais pas de problème, je vous suis. Alors Pierre-Yves Janin, on se promène un petit peu ici le long de la Suze avec pas mal d'eau en quelques minutes de pluie. On voit quand même les différences de niveau. Alors cette eau finalement, on la consomme comment en Suisse ? Elle sert à quoi ? Alors l'eau qui s'écoule en Suisse, de façon globale, elle est utilisée pour beaucoup de choses, pour faire de l'électricité, pour boire, pour arroser des cultures et encore pour beaucoup d'autres usages. Et puis l'eau potable, il faut se rendre compte que ça représente à peine quelques pourcents de la quantité totale d'eau qui circule dans notre pays. Donc, disons, en tant que tel, de l'eau potable, on est sûr d'en avoir assez pendant encore assez longtemps. Et il faut aussi dire que toute cette eau qu'on utilise, par exemple pour l'agriculture, elle est récupérée, elle n'est pas entièrement absorbée par les plantes. Alors, je dirais oui pour l'eau potable. Donc l'eau potable, effectivement, elle est rejetée par les stations d'épuration, donc elle retourne dans les rivières, alors d'un peu moins bonne qualité, mais elle est quand même relativement bien traitée. Pour l'eau l'agriculture, donc l'eau d'irrigation, c'est beaucoup plus discutable puisque les plantes ont vraiment beaucoup de besoins d'eau. Et donc, la restitution, elle est normalement faible à nulle. Donc, ce qui est utilisé pour l'agriculture, c'est consommé. Et donc, globalement, on risque d'avoir moins d'eau en Suisse parce que moins de précipitations, fonte des glaciers, les réserves diminuent. Est-ce qu'on risque vraiment de manquer d'eau chez nous ? Alors, temporairement, en été, dans nos régions jurassiennes, temporairement à la fin de l'été, oui. C'est-à-dire que là, les besoins peuvent être élevés sur une année très sèche, donc aussi bien en eau potable et surtout qu'en eau agricole. Et les ressources, donc ce qui continue de s'écouler dans les rivières aux sources, devient très faible.
et peut même devenir inférieur à ce qui est demandé, donc à la demande pour l'irrigation en particulier. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrecarrer ce manque d'eau? Alors, là, il y a des choix politiques à faire ensuite, de savoir quelles seraient les priorités à avoir entre les eaux. L'eau de boisson risque de bien garder la priorité la plus élevée, mais ensuite entre l'eau d'irrigation et l'hydroélectricité par exemple, là il y aurait des choix à faire. Et puis ensuite on peut envisager de mieux gérer cette eau sur l'année, c'est-à-dire d'éventuellement stocker une partie en hiver quand il y en a pléthore et de la garder pour pouvoir l'utiliser en été. Et ça peut se faire, alors ça se fait déjà en utilisant les lacs, mais il n'y a pas partout des lacs. Et ça pourrait se faire en utilisant le sous-sol pour stocker de l'eau pendant l'hiver et la reprendre pendant l'été ou la fin de l'été. Alors en sous-sol, il faut imaginer ça comment? On construirait d'énormes citernes souterraines? Alors en fait, ça n'a pas besoin d'être des si immenses citernes, et puis on peut utiliser en fait la porosité naturelle du sous-sol pour injecter de l'eau un peu sous pression, pour la stocker pendant quelques mois et puis aller la repomper quand on en a besoin à la fin de l'été. Donc là, il y a des projets qui vont dans ce sens, aussi bien ici près de Bienne, entre Bienne et Soleure, que du côté du canton de Vaud. Et vous parliez de décision politique qui devrait être prise. Alors, est-ce que, à votre avis, les politiciens sont assez informés sur le sujet? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que des gens comme vous, est-ce que vous faites un peu de lobbying auprès des politiciens pour qu'ils comprennent les enjeux? Alors, oui et non, c'est-à-dire que en fait, j'ai commencé de m'intéresser à ce sujet dans le cadre d'un programme national de recherche du Fonds national, qui était bien fait à la demande des politiciens, avec l'appui des politiciens. Les résultats ont été publiés en 2015. On s'est rendu compte de ces différents usages, du fait qu'au bout du compte, c'est la politique qui devra décider des priorités. Mais il est vrai que depuis lors, il n'y a pas forcément eu de grandes... je n'ai pas le sentiment que chez les politiciens, c'est un problème tout à fait majeur qui a été reconnu. Et c'est juste qu'il y a 3 ans, avec les problèmes de pesticides sur le plateau, avec beaucoup de captages qui n'étaient plus considérés ou qui pouvaient ne plus être considérés comme potables, que la problématique est revenue sur le devant de la scène. Il y a aussi eu ces initiatives sur la qualité des eaux souterraines. Donc on voit que c'est en train de venir, mais j'ai eu le sentiment que au niveau de la politique, les différents enjeux ne sont pas toujours bien pondérés les uns par rapport aux autres. Bien sûr. Pierre-Yves Janin, merci beaucoup pour cet entretien. Mais volontiers. Voilà, c'est la fin de notre info été pour aujourd'hui. Demain, on change totalement de sujet, on quitte l'eau pour s'intéresser aux cailloux, plus précisément à une météorite qui est tombée sur notre région il y a 170 000 ans. Au revoir.